La maîtresse n'en croyait pas ses yeux quand la femme enceinte qu'elle raillait depuis des mois eut le bras de son amant tordu en arrière, le visage déformé par la douleur, implorant une pitié qu'il ne lui accorda jamais. Sarah, figée dans sa robe rouge, la même robe qu'elle portait pour séduire le mari d'une autre femme, hurlait « Tu as dit qu'elle était sans défense. Tu as dit qu'elle ne se défendrait jamais. » Mais Marc ne put répondre. Sa mâchoire était déjà brisée. C'était Émilie, la femme dont il s'était moqué des larmes pendant le dîner. Celle qui les avait servis à manger alors qu'elle était enceinte de 6 mois, les entendant la traiter de trop pathétique pour partir, de trop faible pour compter. Celle dont les mains tremblaient chaque soir tandis qu'elle priait pour un amour disparu depuis longtemps. Mais ils commirent une erreur fatale. Ils prirent son silence pour de la reddition. Ils interprétèrent sa douceur comme de la faiblesse. Ils crurent qu'une femme ayant choisi la paix avait oublié comment faire la guerre. « Je vous en ai supplié », murmura Émilie, la voix brisée par les larmes qui ruisselaient sur son visage, son ventre de femme enceinte se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. « Je t'en ai supplié, aime-moi, regarde-moi. Mais tu l'as fait venir chez nous et tu lui as dit que je ne valais rien. » Ce que Marc ignorait, ce que Sarah a découvert trop tard, c'est qu'avant de devenir cette femme brisée qui s'endort en pleurant, Émilie était une championne nationale de kung-fu qui avait jadis plongé 3 hommes dans le coma à main nue. Combien de temps le cœur d'une femme peut-il endurer avant de cesser de souffrir et de commencer à infliger la même douleur? Combien de temps peut-on se moquer de la bontillesse de quelqu'un avant de s'exposer à sa fureur? Et que se passe-t-il lorsque la femme que tu as détruite se souvient qu'elle a toujours été indestructible? Mais pour comprendre comment Émilie s'est retrouvée là, debout au-dessus des corps brisés des 2 personnes qui ont anéanti son monde, il faut remonter 3 ans en arrière, lorsqu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui, voyant sa douceur, l'a prise pour de la naïveté. Émilie a rencontré Marc lors d'un événement caritatif. Elle était bénévole, servant à manger à des invités qui la remarquaient à peine. Lui, il cherchait à se constituer un réseau, serrant la main de personnes susceptibles de l'enrichir. Lorsqu'il lui a souri de l'autre côté de la salle, elle a ressenti une vague de réconfort qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle avait passé les 6 derniers mois coupée du monde après ce qui s'était passé lors du tournoi. Le tournoi où son coup final a envoyé une femme à l'hôpital pendant 3 mois. Le tournoi où Émilie a regardé ses mains et a vu des armes qu'elle ne pouvait plus contrôler. Alors elle a tout abandonné. Les trophées, l'entraînement, la discipline qu'il avait façonnée depuis l'âge de 6 ans. Son sensei, Maître Chen, tenta de l'arrêter. « Émilie, dit-il, le visage buriné empreint d'inquiétude. Renoncer à qui tu es ne changera rien à ce qui s'est passé. Cela te fera seulement oublier ta force au moment où tu en auras le plus besoin. » Mais Émilie n'écouta pas. Elle voulait être normale. Elle voulait être douce. Elle rêvait d'être la femme qu'un homme bien pourrait aimer sans crainte. Marc semblait être cet homme. Charmant et brillant, il la faisait rire alors qu'elle pensait l'avoir oublié. Et lorsqu'il la demanda en mariage 6 mois plus tard, elle accepta, persuadée que c'était sa seconde chance de vivre en paix. Quelle erreur! La première année de mariage se passa bien. Pas parfaite, mais bien. Marc travaillait de longues heures. Émilie s'occupait de la maison. Ils vivaient sous le même toit sans vraiment se voir. Mais c'était calme. C'était rassurant. Et pour Émilie, cela suffisait. Puis sa mère, Linda, fit irruption dans sa vie comme une tempête inattendue. Linda ne se contentait pas de détester Émilie. Elle méprisait tout ce qu'elle représentait. « Mon fils a épousé une inconnue », lança Linda lors de leur premier dîner dominical ensemble. Sa voix, empreinte de dégoût, était masquée par de l'inquiétude. Une fille sans éducation, sans nom de famille, sans avenir. Que apportes-tu donc à ce mariage, ma chère? Émilie ravala sa honte et sourit. J'apporte l'amour, rit Linda. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne laisse pas d'héritage. L'amour, c'est ce à quoi les pauvres s'accrochent quand ils n'ont plus rien. Marc ne dit rien. Il coupa simplement son steak et laissa sa mère détruire sa femme morceau par morceau. Cela aurait dû être le premier signe pour Émilie. Mais elle l'aimait. Et l'amour, pensait-elle, c'était la persévérance. La 2e année fut pire encore. Marc commença à rentrer tard. Il se mit à sentir un parfum qui n'était pas le sien.
Il se mit à la regarder comme un meuble défraîchi. Et Émilie, tentant désespérément de sauver ce qui était déjà mort, se fit plus petite, plus discrète, plus obéissante. Elle cessa de lui demander où il était allé, de s'interroger sur le rouge à lèvres sur son col, d'attendre qu'il la voie autrement que comme la femme qui faisait le ménage. Puis elle tomba enceinte. Pendant un bref instant, Émilie crut que tout s'arrangerait. Elle imagina le visage de Marc s'illuminer, il la serra contre lui en promettant de changer. Leur bébé lui redonnerait l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais quand elle lui annonça la nouvelle, il fixa son ventre comme s'il s'agissait d'un problème insoluble. « Tu es sûr de vouloir le garder ?» demanda-t-il. Ces 7 mots brisèrent une blessure chez Émilie qui ne guérit jamais complètement. Mais elle sourit malgré la douleur et dit « C'est notre bébé, Marc. Bien sûr que je veux le garder. » Il hocha lentement la tête. « D'accord, mais les choses vont devoir changer. Je ne peux pas te laisser être dans le besoin en ce moment. Je suis en plein dans une affaire très importante. » C'était tout ce qui comptait. Ni elle, ni leur enfant, un accord. À 6 mois de grossesse, Émilie était épuisée, et ce, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le bébé. Elle portait la vie en elle tout en voyant son mariage se consumer sous ses yeux. Marc la touchait à peine. Il ne lui adressait plus la parole que pour la critiquer. « Tu grossis », dit-il un matin, en regardant son ventre arrondi avec dégoût. « Je suis enceinte », murmura-t-elle. « Ouais, enfin, essaie de ne pas te laisser aller complètement. » Elle avait envie de crier. Elle avait envie de pleurer. Elle avait envie de lui demander quand il était devenu si cruel. Mais au lieu de cela, elle se contenta d'acquiescer et lui prépara le petit déjeuner. C'est alors que Linda a commencé à venir plus souvent, toujours avec une nouvelle insulte déguisée en conseil. « Émilie, ma chérie, tu devrais vraiment faire un effort pour être présentable. Marc est un homme qui a réussi. On te surveille. Émilie, tu devrais peut-être envisager d'embaucher de l'aide après la naissance du bébé. Tu n'es pas vraiment capable de gérer une maison avec un enfant. Émilie, j'espère vraiment que ce bébé héritera de l'intelligence de Marc. On n'a pas tous la chance d'avoir ta simplicité. » Chaque mot était un coup de poignard. Et Émilie saignait en silence, seule, dans une maison qui n'était plus un foyer. Mais le pire était à venir. Car Marc n'était pas seulement distant. Il n'était pas seulement cruel. Il faisait entrer une autre femme dans leur vie. Et cette femme s'appelait Sarah. Sarah est entrée dans la vie d'Émilie un mardi après-midi. Dès le premier instant, Émilie a su que cette femme était la raison pour laquelle son mari avait cessé de faire semblant de l'aimer. Marc l'a ramenée à la maison sans prévenir. Émilie était dans la cuisine, une main sur son ventre de 6 mois, l'autre remuant une soupe qu'elle avait préparée elle-même parce que Marc avait dit un jour qu'il l'aimait bien. La porte d'entrée s'ouvrit et elle entendit 2 voix, la sienne et celle de Sarah. « C'est chez moi », dit Marc d'un ton léger et fier, chose qu'il n'avait jamais faite en parlant à Émilie. « Entre. Je vais te faire visiter. » La main d'Émilie se figea sur la cuillère. Elle entendit le claquement de talons sur le parquet. Des talons chers, des talons qui lui donnaient de l'assurance, le genre de talons qu'Émilie portait avant que Marc ne lui dise qu'il lui donnait l'air d'en faire trop. Quand elles entrèrent dans la cuisine, Sarah aperçut Émilie la première. Et l'expression de Sarah en disait long à Émilie, un mélange de pitié et de triomphe. Le regard d'une femme qui a déjà gagné. « Oh !» dit Sarah, son regard parcourant lentement le ventre arrondi d'Émilie, puis ses pieds nus et enfin sa robe simple. « Tu dois être Émilie. » Marc ne les présenta pas correctement. Il dit simplement « voici Sarah. Elle travaille avec moi sur le projet Riverside. Nous serons dans mon bureau pendant quelques heures. » Émilie sentit sa gorge se serrer, mais elle esquissa un sourire. « Enchantée. Voulez-vous quelque chose à boire ?» Sarah jeta un regard à Marc, un amusement à peine dissimulé. « Non, merci. Nous avons tout ce qu'il nous faut. » Ils disparurent dans le bureau de Marc. La porte se referma et Émilie resta là, la soupe frémissant encore, les larmes lui montant aux yeux. Pendant les 3 heures qui suivirent, elle les entendit rire, à voix basse, dans une intimité qu'on ne trouve pas entre collègues. À un moment donné, Émilie passa devant la porte du bureau et entendit Sarah dire « Tu es bien plus intelligente que tu ne le crois. Elle a de la chance de t'avoir. » Et Marc répondit « Je ne sais pas.
Parfois, je me dis que je me suis contentée de peu. Les jambes d'Émilie faillirent flancher. Elle s'appuya contre le mur pour se retenir, son ventre de femme enceinte lui paraissant soudain incroyablement lourd. Elle avait envie de défoncer la porte, de crier, de lui demander comment il pouvait dire une chose pareille alors qu'elle se tenait à quelques pas seulement. Mais elle ne l'a pas fait, car l'Émilie qui aurait riposté était morte 3 ans plus tôt, lors de ce tournoi. L'Émilie d'aujourd'hui avait simplement survécu. Quand Sarah est finalement partie, Marc l'a raccompagnée jusqu'à la porte avec galanterie. Émilie les observait depuis la cuisine tandis qu'il lui touchait le bas du dos, se penchant pour lui murmurer quelque chose qui la fait rire. Après le départ de Sarah, Marc rentra et passa devant Émilie comme si elle était invisible. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda Émilie d'une voix douce. « Bien, » répondit-il sans la regarder. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» C'est tout. Aucune explication, aucune mention de ce qui venait de se passer. Juste une question sur le repas. Émilie lui servit la soupe qu'elle avait préparée. Il la mangea en silence, les yeux rivés sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS à Sarah. Une fois son assiette vide, il lui tendit le bol en disant « Trop de sel ». Elle la préparait de la même façon depuis 3 ans. Il ne s'en était jamais plaint auparavant. La semaine suivante, Sarah revint sans cesse. À chaque fois, Marc devenait plus audacieux, plus insouciant. Il cessa de faire semblant que c'était pour le travail. Sarah arrivait habillée de façon trop élégante pour une réunion professionnelle. Elle touchait le bras de Marc en parlant. Elle regardait Émilie comme si elle était une tâche à nettoyer. Un soir, Émilie rassembla tout son courage et confronta Marc. « Je sais ce qui se passe, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais pour Sarah, et je veux que tu choisisses entre elle et nous. Elle ou ta famille. » Marc la fixa longuement. Puis il éclata de rire. Pas un petit rire étouffé. Un rire cruel et franc qui glaça le sang d'Émilie. « Choisis, » répéta-t-il. « Émilie, tu n'as pas le droit de me donner des ultimatums. Tu n'as pas ce pouvoir. Regarde-toi. Tu es enceinte de 6 mois. Tu n'as ni travail, ni argent, ni famille qui compte. Où vas-tu aller ?» Ces mots la frappèrent comme des coups. « Je suis ta femme, » murmura-t-elle. « Tu es une femme, » corrigea-t-il. « Ce n'est pas ma seule option. » Émilie sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas se briser, mais se fissurer comme la première fissure dans la glace avant qu'elle ne se brise complètement. « Pourquoi m'as-tu épousée ?» demanda-t-elle, les larmes finissant par couler. « Si tu me méprises autant, pourquoi m'as-tu épousée ?» Marc haussa les épaules, le visage froid et détaché. « Parce que tu étais facile, Émilie. Tu ne posais pas de questions. Tu n'exigeais rien. Tu existais, tout simplement. Et pendant un temps, c'était exactement ce que je voulais. Et maintenant, je veux plus. » Il s'éloigna, la laissant là, une main sur son ventre et l'autre pressée contre sa bouche pour retenir ses sanglots. Cette nuit-là, Émilie resta seule dans son lit. Marc dormait désormais dans la chambre d'amis et elle sentit son bébé bouger. Des coups de pied forts et insistants, comme si le bébé essayait de lui dire quelque chose. « Réveille-toi, maman. Batte-toi, maman. Ne les laisse pas te détruire, maman. » Mais Émilie ne savait plus comment se battre. Pendant 3 ans, elle s'était entraînée à être douce, à être silencieuse, à être tout ce que Marc disait vouloir, et maintenant il lui disait que ce n'était jamais assez. Le point de rupture est arrivé 2 semaines plus tard. C'était un dimanche. Émilie rentrait de l'église, le ventre lourd, le cœur brisé. Elle entra chez elle et se figea. Sarah était assise sur le canapé d'Émilie, dans son salon, sirotant son café dans sa tasse préférée, et Marc était assis à côté d'elle, le bras nonchalamment posé sur ses épaules. « Ah, super. Tu es rentré, » dit Marc comme si de rien n'était. « Sarah va dîner avec nous. Tu pourrais préparer un bon petit plat ?» La vision d'Émilie se brouilla. Ses mains se mirent à trembler. « Marc, je peux te parler en privé. » Il soupira, comme si elle faisait des difficultés. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. » Sarah sourit en sirotant le café d'Émilie, l'air parfaitement à l'aise chez une autre femme. La voix d'Émilie se brisa. « Ce n'est pas convenable. Elle n'a rien à faire ici. »« Pourquoi pas ?» demanda Marc d'un ton provocateur.
C'est ma maison. Je peux inviter qui je veux. C'est notre maison, dit Émilie, sa voix s'élevant malgré elle. Notre foyer. Le foyer où nous sommes censés élever notre enfant. Sarah rit. Elle rit vraiment. Oh, ma chérie. Tu crois vraiment avoir ton mot à dire? Regarde-toi. Tu t'effondres. Émilie respirait plus vite. Elle sentait sa poitrine se serrer. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il se leva, et un instant, Émilie pensa qu'il allait peut-être demander à Sarah de partir. Qu'il allait se souvenir de qui elle était, de qui ils étaient censés être. Au lieu de cela, il s'approcha d'Émilie et dit « Tu te ridiculises. Va préparer le dîner et arrête ton cinéma. Sarah reste. Fais-toi une raison. » Émilie serra les poings. Des années d'entraînement qu'elle avait tenté d'oublier la parcoururent soudain. La mémoire musculaire n'oublie rien, même quand on la supplie, murmura-t-elle. Tu ne feras pas quoi? Marc s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Préparer le dîner, parce que c'est littéralement la seule chose que tu sais faire. Alors oui, tu le feras. Sarah intervint depuis le canapé. Marc m'a dit que tu étais trop faible pour te défendre. Que tu acceptais tout ce qu'il te donnait. J'ai failli ne pas le croire, mais il avait raison. Trop faible pour se défendre. Ces mots résonnèrent dans la tête d'Émilie tandis que Marc, d'un geste brusque, la tirait vers la cuisine. « Lâche-moi » dit Émilie d'une voix basse et menaçante, comme elle ne l'avait pas été depuis 3 ans. « Sinon quoi » lança Marc. « Qu'est-ce que tu vas faire, Émilie ? Frappe-moi, je t'en prie. Tu ne ferais pas de mal à une mouche. » Il la poussa en avant et Émilie trébucha, ses mains se portant instinctivement à son ventre pour protéger son bébé. C'est alors que quelque chose en elle ne se fissura plus. Cela se brisa complètement. Et de ces fragments brisés n'émergea pas la douce épouse qui s'endormait en pleurant. C'était la guerrière qui, depuis 3 ans, hurlait pour sortir. La respiration d'Émilie changea, s'approfondit. Sa posture se modifia, subtilement, mais indéniablement pour quiconque savait la déceler. Son centre de gravité s'abaissa, ses yeux, encore remplis de larmes quelques instants auparavant, s'apaisèrent complètement. Maître Chen avait coutume de dire « Le combattant le plus dangereux est celui qui n'a plus rien à perdre ». Émilie venait de tout perdre. Marc remarqua le changement, mais ne le comprit pas. « C'est quoi ce regard ?» demanda-t-il en riant nerveusement. « Tu essaies de me faire peur. » Sarah se leva du canapé, sentant une tension palpable dans la pièce. « Marc, on devrait peut-être commander à emporter. » Mais Marc n'en avait pas fini. Son ego, sa cruauté, sa certitude absolue de l'impuissance d'Émilie le poussèrent à aller de l'avant. Il la repoussa de nouveau, plus fort cette fois, sa main heurtant son ventre arrondi. « Bouge. Tu gênes Sarah. » Il ricana. « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es pathétique. » C'est alors qu'Émilie laissa enfin tomber le masque de la femme qu'elle prétendait être. Sa main jaillit si vite que Marc ne la vit même pas venir et lui saisit le poignet. Pas doucement, pas comme une épouse, comme une maîtresse qui avait passé 20 ans à rendre son emprise inébranlable. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Quoi? Émilie pivota, un mouvement simple et précis, et tout le corps de Marc se pencha en avant, son bras bloqué derrière son dos dans une position qui le fit halter de douleur. Émilie, commença-t-il, mais elle ne l'écoutait plus. Sarah hurla. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. La voix d'Émilie était calme, d'un calme terrifiant. Tu as dit que j'étais trop faible pour me défendre. Elle accentua la pression et Marc poussa un cri, ses genoux fléchissant. Tu as dit que j'étais pathétique, dit-elle en ajustant encore son emprise. L'épaule de Marc commença à se déboîter. Tu l'as fait entrer chez moi, murmura Émilie, les larmes ruisselant sur ses joues, tandis que ses mains, fermes comme l'acier, lui répondaient. Je n'étais rien. Sarah se précipita pour aider Marc, mais la main libre d'Émilie jaillit et attrapa le poignet de Sarah en plein mouvement. Émilie tira, utilisant l'élan de Sarah contre elle, et soudain Sarah se retrouva au sol, sa robe rouge coûteuse enroulée autour d'elle, fixant avec une terreur absolue la femme enceinte qu'elle avait raillée pendant des mois. Tu as dit qu'elle était sans défense, hurla Sarah à Marc. Tu as dit qu'elle ne se défendrait jamais. Marc tenta de parler, de répondre,
mais l'emprise d'Émilie se resserra sur son bras, et il entendit et sentit sa mâchoire craquer lorsqu'elle lui fit un croche-pied et le plaqua au sol, près de sa maîtresse. Émilie se tenait debout au milieu des décombres de son salon, sa respiration régulière et maîtrisée, tandis que Marc se tordait de douleur sur le sol, se tenant le bras, et que Sarah reculait en hâte, sa robe rouge déchirée, le visage sillonné de mascara et de terreur. La femme qu'ils avaient raillée, la femme qu'ils avaient brisée, celle qu'ils croyaient incapable de se défendre, se dressait au-dessus d'eux comme une force de la nature qu'ils n'avaient pas vue venir. « Émilie, arrête !» Marc haleta, la voix tremblante de douleur. « Je vous en prie, je suis désolée. Désolée. » La voix d'Émilie se brisa, non pas par faiblesse, mais sous l'effet de 3 années de rage enfouie qui explosaient enfin. « Tu t'excuses maintenant, alors que tu as le bras cassé. Alors que tu es à terre. Où étaient tes excuses quand tu l'as ramené chez nous? Où étaient tes excuses quand tu as bousculé ta femme enceinte? » Sarah tenta de ramper vers la porte, mais Émilie la bloqua du pied. Pas sur elle, juste sur son chemin. Un avertissement. Sarah se figea, levant les yeux vers Émilie, des yeux qui comprenaient enfin ce que Marc aurait dû lui dire dès le début. Cette femme n'a jamais été sans défense. Elle se retenait, c'est tout. S'il te plaît. Gémit Sarah. Je ne savais pas. Il a dit que tu étais faible. Émilie termina pour elle. Pathétique, trop brisée pour compter. Émilie s'accroupit, son ventre de femme enceinte entre les genoux, et regarda Sarah droit dans les yeux. Tu te sentais puissante, à coucher avec le mari d'une autre, à être chez elle, à boire dans sa tasse? Tu avais l'impression d'avoir gagné? Sarah ne put répondre. Elle secoua simplement la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. La voix d'Émilie baissa jusqu'à devenir un murmure à peine audible, mais chaque mot transperçait comme du verre. Vous n'avez rien gagné. Vous m'avez juste montré votre vrai visage. Et maintenant, vous allez apprendre ce qui arrive quand on confond gentillesse et faiblesse. Marc tenta de se relever, serrant son bras cassé. Émilie, c'est de la folie. Tu vas aller en prison pour ça. Émilie se leva lentement, la main posée sur son ventre, et sourit. Un sourire amer. Le sourire de celle qui avait enfin renoncé aux conséquences. Ah bon? Demanda-t-elle. Tu as bousculé une femme enceinte. Tu as fait entrer ta maîtresse chez nous et humilié ta femme. Tu m'as touché en premier, Marc. J'ai des témoins. J'ai des bleus. J'ai 6 mois de SMS de ta mère où elle me traite de bonne à rien. J'ai tes relevés de carte bancaire d'hôtel. J'ai tout. Le visage de Marc pâlit lorsqu'il comprit ce qu'elle insinuait. Émilie était restée silencieuse. Mais les gens discrets sont attentifs. Les gens discrets voient tout. Les gens discrets rassemblent des preuves pendant que les autres parlent à tort et à travers. Tu vas appeler une ambulance, dit Émilie calmement. Tu vas leur dire que vous êtes tombés tous les deux. Et puis tu vas signer les papiers du divorce et me donner tout ce que j'ai demandé. Parce que sinon, absolument tout le monde dans ta vie, tes associés, ta mère, tes amis, saura exactement qui tu es. Tu ne peux pas. Commença Marc. Si, l'interrompit Émilie. Et je le ferai, car je n'ai plus rien à perdre. Tu m'as tout pris. Ma dignité, ma paix, mon amour. On ne peut pas menacer quelqu'un qui est déjà brisé. On ne peut que le rendre dangereux. Sarah sanglotait, les mains sur le visage. Je suis tellement désolée. Tellement désolée. Émilie la regarda sans pitié. Tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes de t'être fait prendre. Il y a une différence. Puis Émilie s'est dirigée vers le téléphone et a composé le 911 d'une voix calme. Oui, il y a eu un accident chez moi. 2 personnes sont blessées. Elles sont tombées lors d'une dispute. Envoyez des secours, s'il vous plaît. À l'arrivée de l'ambulance, 15 minutes plus tard, les ambulanciers ont trouvé Marc avec le coude fracturé et la mâchoire cassée. Ils ont trouvé Sarah avec une entorse au poignet, dans un état de détresse émotionnelle extrême selon les ambulanciers. Ils ont aussi trouvé Émilie, enceinte de 6 mois, assise calmement sur le canapé, les mains croisées sur son ventre, l'air plus serein qu'elle ne l'avait été depuis 3 ans. La police a posé des questions. Émilie a répondu à chacune d'elles avec une clarté parfaite. Oui, son mari l'avait poussée. Oui, elle s'était défendue. Oui, elle avait peur pour son bébé. Non,
Elle n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit. Elle voulait juste qu'ils arrêtent. Les policiers ont observé son ventre, le visage coupable de Mark, les vêtements de Mark de Sarah et son attitude destructrice, et ils ont rédigé leur rapport en conséquence. Aucune charge n'a été retenue contre Emily. L'hôpital a gardé Mark pendant 3 jours. Il a dû être opéré du bras. Sa mâchoire a été immobilisée pendant 8 semaines. Et chaque fois qu'une infirmière lui demandait ce qui s'était passé, il marmonnait, la mâchoire entravée par les fils métalliques, qu'il était tombé. Sarah est sortie de l'hôpital au bout de 6 heures, mais sa réputation était irrémédiablement ternie. Quelqu'un à l'hôpital a parlé, la nouvelle s'est répandue, et soudain, tout le monde dans le milieu professionnel de Mark a su exactement quel genre d'homme il était et quel genre de femme elle était. Emily a déposé une demande de divorce le lendemain matin. Linda a essayé de l'appeler, de la convaincre de trouver un terrain d'entente et de penser à l'image de la famille. Emily a bloqué son numéro et n'a plus jamais donné signe de vie. L'avocat de Mark a tenté de négocier. L'avocat d'Emily, le meilleur avocat en droit de la famille de l'État, payé avec l'argent qu'Emily avait secrètement mis de côté sur un compte dont Mark ignorait l'existence, a souri et a dit « Ma cliente veut la maison, la garde exclusive des enfants, la pension alimentaire et la moitié de tous les biens, ou elle rend toute l'affaire publique. À vous de choisir. » Mark a signé sans broncher. Il savait qu'il n'avait plus aucun argument. 3 mois plus tard, Emily a donné naissance à une magnifique petite fille. Elle l'a prénommée Maya, qui signifie illusion, car Emily avait vécu dans une illusion pendant 3 ans, et sa fille représentait la vérité qu'elle avait enfin retrouvée. Elle éleva Maya dans la maison qui était désormais entièrement la sienne. Elle retourna auprès de Maître Chen, qui l'accueillit à bras ouverts et avec un regard compréhensif. « Je te l'avais dit, » dit-il doucement. « Renoncer à qui tu es ne change rien au passé. Cela te fait seulement oublier ta force au moment où tu en auras le plus besoin. » Les larmes aux yeux, Emily s'inclina devant son maître. « Je n'oublierai plus jamais. » Elle commença à enseigner le kung-fu à d'autres femmes. Des femmes à qui l'on avait dit qu'elles étaient faibles. Des femmes brisées par des hommes qui confondaient gentillesse et lâcheté. Des femmes qui avaient besoin de se rappeler que choisir la paix ne signifie pas oublier comment se battre. Et à chaque cours, Emily leur répétait la même chose. Le silence n'est pas une reddition. La douceur n'est pas une faiblesse. Et la personne la plus dangereuse est toujours celle qui a appris à maîtriser son pouvoir, et non celle qui n'en a jamais eu. Mark a tenté de voir sa fille une fois. Emily l'a accueillie à la porte, Maya dans les bras, et lui a simplement dit « Tu as renoncé à être son père en levant la main sur sa mère. Ne reviens pas. » Il n'est jamais revenu. Des mois plus tard, Sarah envoya une lettre pour s'excuser, pour s'expliquer. Emily la brûla sans même la lire. « Certaines personnes ne méritent pas ton pardon. Elles méritent seulement ton silence. » Des années plus tard, quand Maya fut en âge de poser des questions sur son père, Emily lui dit la vérité avec des mots qu'un enfant pouvait comprendre. « Ton père a oublié que l'amour, c'est le respect. Il avait oublié que la force vient de la bonté, non de la cruauté. Et il avait oublié que la personne la plus discrète est souvent la plus forte. »« Tu es la plus forte, maman ?» demanda Maya, les yeux écarquillés. Emily sourit et serra sa fille contre elle. « Je suis assez forte pour te protéger. Assez forte pour me protéger moi-même et assez forte pour savoir que je n'ai jamais à le prouver, sauf si quelqu'un l'oublie. » Maya la serra fort dans ses bras. « Je n'oublierai pas maman. »« Bien, » murmura Emily dans les cheveux de sa fille. « Parce que tu descends d'une longue lignée de guerriers, et les guerriers ne détruisent pas, ils protègent. Mais quand quelqu'un essaie de nous détruire, que faisons-nous » demanda Maya. Les yeux d'Emily brillaient d'une flamme silencieuse. La même flamme qui avait envoyé 2 personnes à l'hôpital et libéré son âme. Nous leur rappelons pourquoi ils auraient dû nous laisser tranquilles. Et c'est exactement ce qu'a fait Emily. Elle n'a pas détruit la vie de Mark par vengeance. Elle a simplement cessé de le protéger des conséquences de ses actes. Elle a cessé de se rabaisser pour qu'il se sente important. Elle a cessé de porter sa honte comme si c'était la sienne. Elle l'a laissé s'effondrer sous le poids de ses actes. Puis elle est partie vers une vie où elle n'aurait plus jamais à feindre la faiblesse. Car la vérité, c'est que la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire n'est pas de prouver sa force, mais de se souvenir qu'elle l'a toujours été. Parfois, il faut la pire des trahisons pour raviver la flamme qui sommeille en vous.
Parfois, il faut atteindre ses limites pour réaliser qu'on n'a jamais été fragile. Émilie n'était pas une victime en quête de vengeance. C'était une guerrière qui a simplement cessé de prétendre être autre chose que ce qu'elle avait toujours été. Et au final, c'était là sa plus grande force, la capacité de choisir la paix et celle d'y mettre fin lorsqu'elle n'est plus possible. Marc a passé le reste de sa vie à savoir qu'il avait épousé une reine et l'avait traitée comme une servante. Sa plus grande erreur n'avait pas été l'infidélité, mais d'avoir oublié qui elle était. Quant à Sarah, elle a appris à ses dépens que certaines femmes ne sont pas des rivales. Elles n'attendent que de vous voir révéler votre vraie nature. Quant à Émilie, elle n'eut plus jamais besoin de se battre. Elle vécut en accord avec ses convictions, éleva sa fille, enseigna à ses élèves et devint la femme qu'elle avait toujours été destinée à être, avant de rencontrer cet homme qui lui fit oublier le passé. Forte, inébranlable, libre. Et si jamais vous lui demandiez si elle regrettait ce qui s'était passé ce jour-là, elle vous dirait ce que son maître lui avait enseigné il y a longtemps. Les regrets sont pour ceux qui auraient aimé se défendre. Je n'ai aucun regret, seulement de la gratitude d'avoir enfin retrouvé la mémoire. Merci d'avoir lu l'histoire d'Émilie. Si elle vous a touché si elle vous a rappelé que vous êtes plus fort en que quiconque a essayé de vous briser, alors partagez-la ou gardez-la précieusement dans votre cœur. Souvenez-vous, la personne la plus discrète est peut-être celle qui changera tout.